des semaines qu'elle était redoutée. L'offensive de printemps des Russes en Ukraine a-t-elle commencé, pardonnez-moi. Oui, met en garde le général Syrski, le chef d'état-major ukrainien. On va en parler avec nos invités que je resalue sur ce plateau. Nous sommes toujours avec Raphaël Rémy-Leleu, avec Isabelle Tisse-Saint-Jean, avec Christian Macarian et avec Léonidas Kalogiropoulos. Alors, l'offensive a lieu dans les régions de Soumy et de Kharkiv, a expliqué dans une interview le commandant de l'armée ukrainienne qui estime que le nombre d'assauts a doublé en une semaine. Marianne Kotonov est notre envoyée spéciale en Ukraine avec Éric Jossé. Et on a demandé à Marianne quelles sont les difficultés que vivent les Ukrainiens face à cette avancée russe. Alors pour le moment, le général Syrski, donc le chef d'état-major des armées, est le seul à parler de cette offensive russe du côté de Soumy et de Koursk. Nous avons pu joindre tous nos contacts, des militaires qui sont sur le terrain, et que ce soit du côté de Soumy ou que ce soit du côté de Koursk, ils ne voient rien venir. La situation n'a toujours pas changé. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ces villes sont plus touchées, effectivement, par des bombardements ou par des drones, notamment la semaine dernière à Kharkiv, et bien on a pu dénombrer jusqu'à 41 attaques en une seule semaine de drones Shahed. Mais pour le moment, au niveau de la contre-offensive russe, rien n'indique qu'elle ait été lancée. C'est ce que dit le général Syrski. Néanmoins, il n'y a rien non plus sur les chaînes Telegram. Donc je pense qu'il faut attendre et voir un peu ce qui va se passer sur le terrain. Le renseignement ukrainien avait parlé effectivement d'un regroupement de troupes russes près de la frontière, notamment près de Kharkiv et de Soumy. Mais pour le moment, ce sont les seules informations que nous avons ici. Oh, merci Marianne Kotonov avec Éric Jossé. L'analyse depuis le terrain, c'est important. Christian, est-ce que il va falloir quand même être extrêmement prudent pour les prochaines semaines, les prochains jours même, sur une offensive d'une vaste ampleur? Les Russes sont désormais à moins de 5 km de la frontière administrative de l'oblast de Dnipro. Au sud, ça bouge également. Les Russes ont progressé de quelques kilomètres. Au nord, ils poussent également leur avantage vers Niman. Est-ce que quelque chose est en train de se passer? Et ajoutons qu'ils proclament avoir repris presque la totalité de la partie que les Ukrainiens occupaient sur le territoire russe. Donc tout cela doit être quand même relié aux initiatives de M. Trump. Il va encore falloir parler de lui. Le game changer, si je puis dire, majeur, est l'inversion de situation, alors que les Russes piétinaient et gagnaient kilomètre par kilomètre péniblement au prix de très lourdes pertes. Ils ont fait beaucoup plus d'avancées depuis que les négociations de paix ont commencé en Arabie Saoudite sous l'égide de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Et ça, c'est une donnée qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire que la ligne Trump a abouti ni plus ni moins qu'à donner raison aux Russes et à leur donner plus de force face aux Ukrainiens. Justement, et ça, c'est pas de nature à favoriser une bonne négociation. Je vous vois, je veux juste une petite question, puisque vous dites plus de force. J'imagine que c'est à tout point de vue pour les Russes. Est-ce que l'armée russe se renforce plus rapidement qu'escompté malgré l'usure des matériels et des pertes humaines? En tout cas, Vladimir Poutine n'a toujours pas de mal à provoquer de nouveaux engagements et de nouvelles conscriptions en repoussant l'âge de la conscription et en trouvant de nouvelles recrues à l'intérieur du territoire russe, voire des mercenaires étrangers, puisqu'on parle maintenant... On va parler maintenant des mercenaires chinois dans quelques instants, mais oui. Je vais motiver un peu plus ma question, parce que j'ai regardé ce que disait Christopher Cavoli le 3 avril dernier, il est cité par Le Figaro d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est le commandant, il est à la tête du commandement des forces des États-Unis en Europe. Il dit, malgré d'importantes pertes sur le champ de bataille en Ukraine, l'armée russe se reconstitue et se développe à un rythme plus rapide que prévu par la plupart des analystes. Oui. La Russie ne se contente pas de reconstituer ses effectifs, elle remplace également ses véhicules de combat, ses munitions à un rythme sans précédent. Oui, parce qu'on l'a dit depuis le début, attention au temps. Le calendrier était favorable à Poutine puisqu'il a mis son pays en économie de guerre, le temps que les usines d'automobiles se retransforment en usines de chenilles pour les chars. C'est une façon un peu caricaturale de présenter les choses, mais ça dit bien à quel point il a entrepris un effort autoritaire sur l'appareil industriel russe. Eh bien, il y a des effets qui maintenant arrivent et qui avaient été prévus par les experts il y a 2 ans en disant attention, en gros, à l'arrivée à l'été 2025, et nous y sommes presque, les Russes vont arriver au fait de leur puissance militaire. Et là, il y a quelque chose qu'il faut intégrer. C'était vraiment pas le bon moment pour
couper le renseignement aux Ukrainiens, alors fragiliser l'unité. Alors que exactement, alors que les Russes étaient en position de force. Non, mais il est vrai que le moment Trump sur cette affaire est le pire qui ait pu exister, parce qu'effectivement, on avait une stratégie qui était quand même très soudée, on avait une mobilisation et des livraisons d'armes aux forces ukrainiennes, et c'est vrai que le message qui a été reçu par les forces russes, c'est que tout ça se délite, que ça va hésiter, et face aux hésitations, ils foncent. C'est épouvantable, parce que et vous avez raison de rappeler que la Russie s'est mise en économie de guerre. Oui. Ce n'est pas une opération militaire ponctuelle, c'est une stratégie très profonde. C'est la seule stratégie de Poutine, c'est la guerre. Et effectivement, la faiblesse d'analyse des États-Unis ou de Trump, en tous les cas, face à cette menace, est probablement le moment d'opportunité, et il est en train de l'utiliser au maximum. En fait, je ne sais pas si c'est une faiblesse d'analyse de la part de Trump, et je ne sais pas non plus ce qui est le plus inquiétant. Est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas ? Parce que pour le dire simplement, la guerre en Ukraine, c'est une guerre de propagande, de tactique et une guerre de moyens. Pour la propagande, pire moment. Déjà parce que ça affaiblit le camp des soutiens à l'Ukraine, que ce soit au sein de l'Union européenne ou avec les discussions des États-Unis qui parlent d'arrêter de soutenir autant l'OTAN en Europe, qui parlent d'arrêter de livrer à la fois des renseignements mais aussi des armes à l'Ukraine. On a face à ça Poutine plus renforcé que jamais, qui arrive en position de force dans des négociations. On a un problème tactique avec l'arrivée des beaux jours, là, même si on voyait qu'il neige encore à Kiev, avec des lignes de front qui vont bouger beaucoup plus rapidement. Et puis on a le problème de moyens, où nous, on a des chaînes de production qui ne sont pas encore en capacité de remplacer exactement, de soutenir l'effort de guerre ukrainien, alors que la Russie, elle, arrive en effet à sa pleine puissance, d'une part parce qu'elle a pressuriser son appareil industriel, mais aussi parce qu'elle a des soutiens chinois, nord-coréens, sur lesquels on n'a pas encore établi des sanctions, une pression aussi forte que ce qu'on aurait pu faire. Isabelle Saint-Jean. Oui, je suis d'accord sur le fait que c'est probablement une stratégie assumée de Trump. Hein. C'est-à-dire qu'il fait des questions de sécurité, avec les questions de droits de douane, des instruments pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et donc, la question de la sécurité en Ukraine, la question de la sécurité de l'Europe, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, eh bien, c'est pour lui un instrument. Il faut le réécouter hier, quand il dit, alors ce qui est très inquiétant, j'ai pris 90 jours parce que je vais m'occuper, ou c'est un de ses conseillers qui le dit, personnellement des négociations. Donc là, on dit, oui, aïe, aïe, on va encore vivre des semaines pas possibles. Et quand il dit ça, il dit, dans les négociations, il s'agit de revenir sur un certain nombre de choses, les régulations, etc. Mais il y a aussi des questions de sécurité. Et donc, ce qui se passe là, en ce moment, en Ukraine, sur le sol ukrainien, et la possibilité de l'avancée de la Russie, je suis d'accord que c'est évidemment la force de l'économie de guerre russe, appuyée peut-être par d'autres puissances, et notamment par la Chine. C'est ça qu'il va falloir voir. Alors justement, c'est quand même, franchement, c'est absolument incroyable de faire ça. Justement, on y vient, on s'y arrête. Et là, ça vient de tomber. Pékin dénonce à l'instant là les propos irresponsables de Volodymyr Zelensky. Que dénonce Pékin précisément ? Eh bien, Zelensky a dit avoir connaissance de la présence d'au moins 155 Chinois. On parlait de 2 combattants arrêtés. Maintenant, il parle de 155 Chinois combattant aux côtés de la Russie en Ukraine. Il l'assure, les autorités chinoises savaient que certains de leurs ressortissants étaient dans les rangs russes pour combattre, même s'il assure que Kiev, il assure aussi que Kiev ne savait pas si un ordre avait été donné par Pékin pour aller combattre. Bon, on écoute Volodymyr Zelensky ? Oui, on écoute Volodymyr Zelensky. Nous disposons également d'informations sur d'autres citoyens chinois dans l'armée russe, avec leur nom, prénom et une description des modalités spécifiques par lesquelles ces soldats ont rejoint le contingent d'occupation russe. Est-ce que Moscou est en train d'entraîner la Chine dans sa guerre, comme le dit Volodymyr Zelensky ? Alors, pour l'instant, il est difficile d'être catégorique sur la participation des autorités chinoises à l'envoi d'un contingent aux côtés des Russes, ce qui serait quand même étonnamment maladroit de la part des Chinois. On peut aussi se poser question sur la question du mercenariat. Ça peut être des mercenaires, et franchement,
il y a embarras du choix dans la surpopulation chinoise pour trouver des combattants qui seraient prêts à risquer leur peau moyennant quelques milliers de dollars par mois, donc voire même moins. Restons prudents sur ce point. Mais en revanche, sur l'appui apporté par la Chine à la Russie au plan économique, il n'y a absolument aucune discussion. La réponse est oui, catégoriquement. La Chine aide la Russie et la Russie ne pourrait pas poursuivre cette guerre contre l'Ukraine si elle n'était pas appuyée par la Chine. Ça va finir par énerver profondément Trump, cette affaire, non ? Je ne pense pas que ça fasse partie de ses préoccupations premières. Il n'est pas censé ignorer ce fait-là. Il est obsédé par la Chine en ce moment, et pas de manière franchement favorable, et il essaye d'entretenir une discussion avec la Russie. Donc on se dit qu'il y a une conjonction des deux qui doit attirer son attention. Mais dans l'appui apporté par la Chine à la Russie, les États-Unis ne sont pas spécialement perdants. Je ne pense pas que ça captive énormément Trump, qui n'a pas, pour les questions stratégiques et géopolitiques, ni grand appétit, ni grande compétence. C'est tout sauf un stratège. Hein. Il l'a montré. Non. Le stratège, en l'occurrence, qui fait que de la tactique et pas de la stratégie, c'est Vladimir Poutine. Le type qui utilise les négociations de paix pour tous les jours avancer davantage et frapper, comme il l'a fait vendredi dernier, dans des bombardements, jusqu'à tuer 9 enfants dans des zones de résidence civile, pour casser l'image de Volodymyr Zelensky auprès de son peuple. Ça, c'est la tactique de Poutine, qui n'a été rendue possible que par le fait que Trump se soit fait berner dans cette affaire. Par rapport à Trump, je suis d'accord avec vous, il ne fait pas grand cas de l'intégrité des États, du droit à l'autodétermination des peuples. Au contraire, il prouve son cynisme. Et il y a même un syndrome de pompier pyromane. Je prends un seul exemple, c'est lorsqu'il racontait qu'on allait transformer Gaza en véritable Riviera au Moyen-Orient. Enfin, c'est quand même un niveau de mépris et de violence qui est assez dingue. Mais pour en revenir à Vladimir Poutine, qui lui, en effet, est très stratège vis-à-vis de l'Ukraine, Tacticien, en tout cas. Je crois que c'est... La gravité de la situation nous oblige à dire que c'est une guerre européenne et que c'est une guerre avec des conséquences mondiales. Et là-dessus, Poutine, lui, joue un jeu très fin et très dangereux. Souvenez-vous, il y a quelques années en arrière, mine de rien, Vladimir Poutine menaçait à peu près tout le monde en disant « si vous soutenez l'Ukraine, si vous livrez des armes à l'Ukraine, si vous livrez tel type d'armes à l'Ukraine, si vous apportez des soutiens sur les structures économiques ukrainiennes, je vous considérerai comme des co-belligérants ». Quelques années plus tard, il continue son offensive et lui s'appuie sur des troupes nord-coréennes, s'appuie sur du soutien économique chinois, s'appuie là éventuellement sur des troupes, que ce soit des troupes de mercenaires. On sait très bien que la Russie fait ça depuis des années et qu'elle sait gérer des troupes de mercenaires avec des épisodes plus ou moins fameux, mais on en a vu les dégâts en Afrique. Là, on n'entend plus du tout Vladimir Poutine s'inquiéter du niveau de co-belligérance des uns et des autres. Et donc ce théâtre ukrainien est en train de devenir un véritable théâtre mondial, ça le rend d'autant plus dangereux.